Émeute à Béthié dans le centre de la Côte d'Ivoire suite à l'arrestation d'une motocyclette avec un délinquant qui la conduisait. Les policiers ont subi des agressions de la part de cette bande de délinquants. Il s'avère que dans le tas, on a à peu près une quarantaine de délinquants. Eh bien, l'écrasante majorité serait issue du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Parmi eux également 2 Togolais et 2 Ivoiriens, mais dont la pièce d'identité semble frauduleuse. Alors, il est intéressant de voir donc que ces gens qui ont été arrêtés n'ont pas agi de manière spontanée. Il semblerait qu'ils aient été téléguidés par d'autres commanditaires qui proviendraient de l'AES. Néanmoins, les autorités ivoiriennes ont été extrêmement efficaces et la réponse a été rapide et brutale. Voici donc tous les protagonistes arrêtés et seront bientôt déférés devant un juge d'instruction. Nous tenons encore ici à féliciter les autorités ivoiriennes pour l'efficacité avec laquelle elles garantissent la stabilité et la paix sociale sur le territoire national. Corridor nord de Bouaké, mardi 9 juin 2020. Un dispositif particulier est mis en place. Le corps préfectoral, la police, la gendarmerie et la douane sont en alerte. 17h30, un camion transportant du bétail arrive. Très vite, les forces de l'ordre procèdent au contrôle. Les pièces du véhicule, s'il vous plaît. Là, le permis de conduire. Bonsoir, Antoine Ivoirien. Vous avez quoi déclarer à la douane? Ok, ouvrez l'arrière de vos véhicules. Ouvrez l'arrière. Au cours du contrôle, 30 individus dissimulés entre les moutons sont interpellés. Certains affirment avoir déboursé de l'argent pour effectuer le voyage à partir du Burkina Faso jusqu'en Côte d'Ivoire, alors que les mesures prises par les autorités ivoiriennes pour lutter contre la Covid-19 l'interdisent. J'ai payé 10 000 pour venir en Côte d'Ivoire. Il est donné un chauffeur. J'ai payé 25, j'ai dit après, si j'arrive ici, on va compléter 10 000 là. Mais comme il n'est pas arrivé, je fais ça comme il n'y a pas qu'à, c'est ça, je fais ça. Ici, le droit sera appliqué. Je voudrais vous souhaiter la bienvenue en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est un pays hospitalier. Mais vous savez que nous traversons une crise de Covid. Et les frontières sont fermées. Vous serez remis aux mains de la justice. Et la justice va faire une procédure. Et vous serez traité selon les lois de la Côte d'Ivoire. C'est confortablement installé dans des véhicules de la police et de la gendarmerie que ces individus ont été amenés en vue d'être identifiés. Une procédure judiciaire est donc ouverte. Moussa Dougou, village situé à une quarantaine de kilomètres de San Pedro, sur l'axe San Pedro-Sassandra. Alors que les populations préparaient les fêtes de fin d'année avec les dépôts et retraits d'argent, des individus font irruption dans l'une des agences de transfert d'argent et mettent fin aux transactions financières. 4 millions de francs CFA sont emportés. Informés, les hommes du général Apollo Alexandre Touré se mettent à leur trousse. Aux environs de 22 heures, 2 individus sont aperçus dans la broussaille. Ceux-ci engagent une lutte avec les gendarmes, qui se soldent par leur fuite et l'abandon d'une Kalachnikov, 19 munitions et un ordinateur. Début des enquêtes. Plus d'1 mois plus tard, les 4 présumés braqueurs sont interpellés et conduits à la brigade ville de San Pedro. Sur eux, un pistolet Mac 50, 3 fusils calibre 12, dont 2 à canon scié et plusieurs munitions. Place aux aveux. Mon rôle, c'était d'aller regarder si le monsieur était là. Comme le monsieur a ouvert, donc je suis venu à la maison, il a dit qu'il a ouvert, il est là-bas. Quand on a braqué fini, on a pris route là, ça va. Donc arrivé sur la route, il y a des sacs. L'argent là, ça était derrière le sac. Il dit, il n'a qu'à attendre, lui va avancer. Et quand il était à avancer ce sac là, c'est ça, les gendarmes sont arrivés. Ils m'ont demandé s'il fait quoi ici.
Et derrière, il y a une amie qui est ici. C'est ça, lui là, il a commencé à courir dans Bafol en même temps. Donc, il y a un gendarme qui est venu me trapper. C'est dans ce bas-fond que les présumés auteurs du braquage se sont dirigés dans leur fuite. Selon le porteur du sac, les 4 millions de francs CFA ont disparu dans ce cours d'eau. J'ai descendu à ranger des sacs maintenant. Voilà, gendarme là aussi qui est venu. En même temps, moi j'ai descendu dans le bas-fond en même temps. Bon, j'ai rentré dans l'eau là. Je trouve que l'eau là, ça dépasse chez moi comme ça. On a braqué, on a gagné l'argent là, mais l'argent l'a perdu. Ça a laissé dans l'eau. Une version que les enquêteurs et même les membres du gang n'en croient pas. En attendant la fin de l'enquête, les 4 individus sont placés en garde à vue avant leur transfèrement à la prison de Sassandra. Donc tu disais quoi, Diallo Seydou, c'est ça? Diallo Seydou. Diallo Seydou, nationalité malienne. Hein? Voilà. Donc dans le braquage de Sikensi, toi tu as eu 4 millions. Voilà. Vous étiez 4 sur le terrain à faire le braquage. C'est ça? Vous êtes rentré à 4 h du matin chez le monsieur. Ok. Vous aviez combien d'armes? On avait 2 armes. 2 armes. Une calache et un pistolet. Merci. Donc tu as dit que tu habites à Djamé. Ok. Toi? Hein? Oui, Sankara Salifou. Sankara Salifou. Oui. Tu es né au Burkina? Non. Tu es né en Côte d'Ivoire, mais tu es de nationalité burkinabé. Oui. Ok. Dans le braquage de Sikensi, toi tu as eu combien? 250 000. Tu as eu 250 000 francs. Donc c'est toi qui as fait venir les gars. Moi j'étais le tuteur. Oui, mais justement, c'est tuteur en fait, je fais venir les gars. Hein? Voilà, donc dans l'affaire de tuteur là, c'est toi qui as dit que le monsieur a l'argent. Et toi tu as fait venir les gars. Oui. Maintenant ça, tu as été lavé et toi tu as eu 250 000 francs. D'accord? Tu as eu 250 000 francs. Oui. C'est ça, non? Oui. Ok. Mais toi-même, tu habites où? Elibou. Tu habites à Elibou. Mais qui t'a dit qu'il y avait l'argent chez le monsieur? Il s'appelle Ousmane. Ousmane, c'est le petit frère du monsieur, c'est ça? Non, il travaillait chez le monsieur. Ah, Ousmane travaille chez le monsieur. Il travaillait chez le monsieur. Oui. C'est lui maintenant qui t'a dit qu'il a l'argent là-bas. Donc, ouais, les gens, ils vont braquer le monsieur. Oui. Merci. Toi, ton nom? Wango Justin. Hein? Wango Justin. Wango? Justin. Wango Justin. Tu es de nationalité burkinabé. Ok. Tu habites où? À Zaguier. Tu habites à Zaguier. Dans le braquage de Sikensi, quelle est ta part de responsabilité? Tu as eu combien? J'ai eu 1 800 000. Tu as eu 1 800 000. Voilà. Donc toi, tu étais sur le terrain. Oui. D'accord. Ok. Passons maintenant au pays ayant les taux d'analphabétisme les plus élevés au monde. 5e position, le Mali. Au Mali, le taux d'analphabétisme atteint 50%. Ce chiffre s'explique par un manque d'investissement dans l'éducation, les effets persistants de la pauvreté et l'instabilité politique. 4e position, le Niger. Le Niger enregistre un taux d'analphabétisme de 55%. Le faible nombre d'écoles dans les zones rurales, couplé à des niveaux de pauvreté très élevés, en fait l'un des pays les plus touchés par l'analphabétisme. 3e position, l'Afghanistan. En Afghanistan, le taux d'analphabétisme atteint 60%. Les conflits prolongés et des traditions culturelles qui entravent de l'éducation des filles sont les principales causes de cette situation. 2e position, le Burkina Faso. Le Burkina Faso présente un taux d'analphabétisme de 65%. Ce chiffre est dû à la rareté des ressources éducatives dans les zones rurales et à la pauvreté croissante. Enfin, en tête du classement se trouve le Soudan du Sud, où le taux d'analphabétisme dépasse 80%. Les conflits armés constants, le manque d'infrastructures éducatives et la pauvreté généralisée sont les facteurs principaux de cette réalité alarmante.
Passons maintenant au pays ayant les taux d'analphabétisme les plus élevés au monde. 5e position, le Mali. Au Mali, le taux d'analphabétisme atteint 50%. Ce chiffre s'explique par un manque d'investissement dans l'éducation, les effets persistants de la pauvreté et l'instabilité politique. 4e position, le Niger. Le Niger enregistre un taux d'analphabétisme de 55%. Le faible nombre d'écoles dans les zones rurales, couplé à des niveaux de pauvreté très élevés, en fait l'un des pays les plus touchés par l'analphabétisme. 3e position, l'Afghanistan. En Afghanistan, le taux d'analphabétisme atteint 60%. Les conflits prolongés et des traditions culturelles qui entravent de l'éducation des filles sont les principales causes de cette situation. 2e position, le Burkina Faso. Le Burkina Faso présente un taux d'analphabétisme de 65%. Ce chiffre est dû à la rareté des ressources éducatives dans les zones rurales et à la pauvreté croissante. Enfin, en tête du classement se trouve le Soudan du Sud, où le taux d'analphabétisme dépasse 80%. Les conflits armés constants, le manque d'infrastructures éducatives et la pauvreté généralisée sont les facteurs principaux de cette réalité alarmante. Mais où sont passés tous ces mendiants, d'ambulants, tendant la main ou apostrophant les gens à la quête d'une éventuelle manne à travers les carrefours et autres édifices? Une absence très remarquée depuis l'injonction du premier responsable de la région de Niamey. Ce qui doit être important à retenir, c'est que si d'aventure, après avoir été acheminés dans leur village, ils revenaient, nous allons faire en sorte que désormais, au lieu qu'ils sillonnent les quartiers de Niamey et les carrefours, nous allons les envoyer travailler dans la grande irrigation, de Kandage jusqu'à Gaïa. S'il y en a assez, nous allons les acheminer jusqu'à Difa. Donc il faut que ceci soit entendu comme dit. S'ils reviennent, ils vont se retrouver dans les rivières de la grande irrigation. Et oui, opération BSBS Bassani Bassabo, autrement dit, sans état d'âme. Car quiconque serait pris en pleine mendicité connaîtra le sort annoncé par le gouverneur. Depuis la prise de cette décision, en toute responsabilité, les lieux de prédilection de ces mendiants sont quasiment drastiques, semblent avoir l'adhésion des populations de Niamey. C'est une bonne chose. Et par rapport à l'image même de la capitale, donc tout le monde est en train de gérer qu'eux aussi ils doivent rester dans leur village, chez eux aussi, trouver un moyen de pallier à ce que nous vivons, notre réalité actuellement. Et donc nous sommes résilients et tout le monde doit s'y mettre. Et moi je pense que c'est une décision à saluer, parce qu'il y a longtemps que nous autres usagers de la route voudrions à ce que ce genre de décision soit prise, parce que ça assainit un peu la circulation et ça les protège aussi, parce que leur présence, surtout que la plupart d'entre elles, en tout cas pour ceux qui sont des femmes, ont des bébés et tout ça, et c'est pas bien. Un phénomène social entretenu très souvent dans nos milieux au nom d'une certaine foi islamique. La mendicité, quand tu nous tiens, est devenue très criarde jusqu'à transcender nos frontières, donnant ainsi une image désobligeante du Niger. En effet, les utilisateurs de ces billes ternissent et dégradent de jour en jour l'honneur de notre pays. Et de façon générale aussi, quand vous regardez, la plupart des expulsions qui se font des mendiants des autres pays, c'est des Nigériens qu'on ramène. Et ça ternit un peu l'image du pays, voire même qu'on appelle ça stigmatiser tous les autres Nigériens qui sont ailleurs. Donc ce n'est pas bien. Donc la décision qu'ils ont prise là, c'est une très bonne décision qu'ils ont prise. Vous voyez, je suis en train de voir qu'ils sont en train de les attraper pour mettre dans un bus pour aller au village. Vraiment, c'est très bon quoi. Et la population remercie le président pour sa décision aussi. Moi je pense que ce sont des gens dangereux même. Quelqu'un qui prend la mendicité pour un travail, ben, c'est un danger ça. Il est capable de tout. Quelqu'un qui ne peut pas se décarcasser à ses moyens pour gagner sa vie, ben, c'est une personne à éviter. En dépit de cette mesure drastique, il y a tout de même quelques réfractaires qui refusent d'y s'y conformer, comme pour défier les autorités, lesquelles demeurent strictes sur leur position afin de décourager la mendicité, laquelle a atteint des proportions très inquiétantes,
faisant du Niger presque une référence en matière de mendicité. Il faut enfin souligner que cette souveraineté, tant prônée par les autorités du CNSP, doit inéluctablement commencer par la dignité de l'ensemble des Nigériens. Car parmi les mieux éclairés où la nuit n'envie rien nos jours, des frères et sœurs d'origine nigérienne en perdition dans la capitale sénégalaise en ont fait un dortoir. Une chambre à coucher, disons une maison tout court, sans porte, sans fenêtre, sans rideau, ni intimité. Ils y préparent le dernier repas du soir. Évidemment, leurs appartements sont totalement dépourvus de sanitaires. L'hygiène et la sécurité sont lamentables. Le plus choquant est cette forte présence de petits-enfants qui doivent bien se demander dans quel coin du monde ils se trouvent, courant dans tous les sens, marchant parfois avec des béquilles dans leur situation de handicap, une double peine pour ce gamin, dormant à même le sol après une dure journée d'exploitation. Ces êtres humains comme vous et moi méritent sûrement de la compassion et beaucoup de prières pour que l'État dont ils sont originaires et celui qui les accueille, sans les accueillir, réagissent face à l'insoutenable détresse à ciel ouvert. C'est à peine si on réussit à tirer quelque chose de ces âmes en peine, tant la communication est difficile. Aucune langue du pays ne leur est familière. Le peu de choses qu'on comprend est Zinder, une ville située au sud du Niger, leur terre d'origine. On appréhende aussi qu'ils ont tourné le dos à la pauvreté et à l'insécurité. À Dakar, où ils ont improvisé des squats dans différents secteurs, leur seule activité est la mendicité. Ces femmes et enfants, pour qui il faut avoir beaucoup d'empathie, sont ainsi jetés en pâture par des maris ou des exploiteurs qui visiblement se sont fondus dans la nature. Pourtant, il y a à peine 2 ans, le même sujet réalisé au même endroit et dont le traitement avait fait grand bruit avait été suivi d'un pont aérien initié par les autorités nigériennes d'alors. L'émotion, puis aucune suite dans les idées, un mal bien africain. En tous les cas, ces images en disent long sur la grandeur passée et la décadence actuelle. On est à des années-lumière de l'âge d'or du sultanat de Zinder où régnait le Damagaram, qui avait amené prospérité et fierté. En témoigne ce tableau qui montre le sultan et ses gardes que nous avons déniché récemment chez un brocanteur dakarois. Cette vie de briques et de broc de ses parents nigériens est notre honte à tous. Plusieurs centaines de Nigériens qui mendiaient dans les rues de Dakar ont été rapatriés par avion au Niger. À son bord, près de 600 personnes, dont de nombreux enfants. Cette mesure intervient après la diffusion d'un reportage montrant les conditions de vie de ces personnes sur une chaîne de la télévision sénégalaise, puis largement diffusée sur les réseaux sociaux. Vous savez, aujourd'hui, à travers ce phénomène, l'image de notre pays est traînée dans la boue. Donc voilà pourquoi le gouvernement veut prendre ce phénomène à bras le corps. Nous savons que ce n'est pas la misère qui est à la base, comme les gens veulent le faire croire, à la base donc de ce phénomène, mais c'est plutôt des réseaux mafieux organisés qui procèdent à la traite donc, de ces êtres humains. En plus de cet avion, un autre vol de rapatriement est attendu à l'aéroport de Niamey.
Dans l'idéal, on devrait arrêter de mendier dans les rues et prier Dieu pour qu'il nous aide à nourrir nos parents et nos familles. La mendicité n'est pas une bonne chose et personne ne fait la manche si on a les moyens de vivre dans de meilleures conditions. Il y a quelques jours, le président nigérien Mohamed Bazoum avait demandé une réunion sur le phénomène de la mendicité. Et donc, le putschiste burkinabé Ibrahim Traoré, dit Ibé, ne sait plus où donner de la tête pour nourrir le peuple burkinabé. Voilà qu'une autre affaire de vol de denrées alimentaires depuis la Côte d'Ivoire vient ébranler la junte installée par le Kremlin. Dans un post X publié ce lundi 20 janvier, Le Continent, média panafricain basé à Dakar au Sénégal, révèle que les gendarmes ivoiriens ont intercepté un camion burkinabé transportant 50 tonnes de maïs volés qui était en direction du Burkina. À quand la fin de ces vols à répétition de denrées alimentaires ivoiriennes? Comment comprendre qu'en plus d'accueillir plus de 4 millions de ressortissants burkinabés, de fournir de l'électricité à ce pays frère, la sous-préfecture de la France doivent se faire voler de la nourriture pour les égéries de la liberté en Afrique? Eux, ils sont libres dans l'esclavage de Poutine, qui dicte mot pour mot ce qui doit sortir des bouches de ces putschistes sahéliens, y compris leurs attitudes qui l'autorisent ou non. On quitte le pays de la liberté pour voler de la nourriture chez le voisin esclave de la France. Vraiment, que c'est formidable de vivre sous la domination française. Au moins, on n'a pas à aller voler chez les autres. Ce que le sous-préfet en chef de Poutine devrait avoir l'humilité de faire, c'est de demander humblement à la Côte d'Ivoire un peu de nourriture pour éviter la faim chez lui. Ce n'est pas mieux que de voler? À Abidjan, on dit « petite honte vaut mieux que grande honte ». Nous en venons à cet autre titre. La promesse avait été faite en juillet 2023 par le président russe Vladimir Poutine. Eh bien, une promesse devenue réalité puisque le Burkina a reçu ce jour, au 26 janvier, 25 000 tonnes de blé de la Russie, des vivres destinés aux personnes déplacées internes et autres victimes du terrorisme. Et nous assistons à la remise avec Suleiman Sanou et Draman Kene. Ce blé, le président russe Vladimir Poutine l'avait promis en juillet dernier. 25 000 tonnes comme soutien russe à la crise humanitaire au Burkina. Tout un engagement tenu malgré la pression occidentale sur les produits russes. À la réception du don, 4 ministres, un symbole fort de la qualité des relations entre les deux pays. C'est d'abord une manifestation de la solidarité du peuple et des autorités de la Fédération de la Russie à l'endroit du peuple et des autorités burkinabées. C'est également une manifestation des relations, des bonnes relations de coopération qui existent entre nos deux pays. Et enfin, notre pays traverse une situation humanitaire qu'on ne cache pas. Donc c'est également un apport, une assistance, un soutien que ce pays-là manifeste envers nos populations qui sont actuellement dans le besoin. La promesse du président russe est de 200 000 tonnes de blé pour l'Afrique. Le Burkina reçoit aujourd'hui sa part destinée aux personnes déplacées internes et autres victimes du terrorisme. C'est un partenariat que la Russie entend diversifier. L'événement qui nous a réunis aujourd'hui est un signal fort de la volonté du gouvernement de la Fédération de Russie de donner un élan dynamique à notre coopération avec le Burkina Faso, l'un de nos partenaires stratégiques sur le continent africain. Notre pays va continuer à contribuer non seulement à l'approvisionnement du Burkina Faso des produits de première nécessité, mais à son autosuffisance alimentaire, énergétique et technologique via le transfert de nos expertises, compétences et savoir-faire. Le blé est entreposé dans les magasins du Conseil national de secours d'urgence et de réhabilitation, CONASUR. C'est cette structure qui sera chargée de la distribution de la céréale. Oui, mais sur la base de ce que vous avez dit, la question des céréales qui paraît anecdotique, est-ce qu'on n'est pas toujours dans l'infantilisation? Nous, les Africains, on se plaint. La France nous infantilise, l'Occident nous infantilise. On se retrouve en Russie, un chef d'État qui a pratiquement bloqué tous les ports qui permettaient au pays de s'approvisionner en payant, pas en mendiant, en payant. Il mène une guerre, il bloque tous les ports et il dit, vous qui êtes mes amis,
je vais vous donner du blé gratuitement. Est-ce qu'il y a une manière autre d'infantiliser des gens? Et vous voyez les flatteurs d'applaudir, vous parlez comme La Fontaine. Mais quelle image nous donnons de l'Afrique? Voilà la grande question. On est dans un triangle, le triangle de Cartman, le triangle dramatique, où il y a le persécuteur, le sauveur et la victime. L'Afrique est dans la logique de la victime, qui est persécutée et qui a besoin d'un sauveur. Poutine apparaît comme le sauveur. Je suis de votre côté. L'Occident vous persécute. C'est moi qui peux vous sauver. Mais dans le triangle de Cartman, le sauveur, à un moment donné, lui-même devient persécuteur. Parce qu'après, quand vous voulez vous en débarrasser, il vous rappelle que c'est lui qui vous a sauvé dans telle situation et il prend la place du persécuteur. Aujourd'hui, pour ne pas faire de digression en Centrafrique, vous pensez que Touadéra, c'est ça son nom, oui, est capable de dire aujourd'hui à Wagner et à la Russie, j'ai fait mes 2 mandats, je m'en vais? Il est otage de Wagner. Il est otage de tout ce qui est transaction économique et il va modifier les constitutions de telle sorte qu'il soit là tant qu'il fera l'affaire de la Russie et de Wagner. Idem pour les pays où il y a eu des coups d'État. On a cité tout à l'heure des présidents qui ont fait des putschs et qui commencent petit à petit à troquer le treillis contre la veste. Voilà des gens qui seront candidats quand il y aura des élections. Voilà des gens qui vont modifier les élections. Mais parce que Wagner, comme en Occident, vient faire des affaires et il faut garantir les affaires de Wagner. Voilà ce qui est en train de se faire. Maintenant, je veux dire un mot sur le discours du capitaine Traoré dans son sankarisme boucané là. Son discours nous dit beaucoup. Parce qu'il traduit les ruminations et les récriminations des Africains. Je parlais de victimes tout à l'heure, nous sommes victimes presque imaginaires. Et puis nous avons développé tellement d'algues toxiques qu'aujourd'hui là, notre jugement est totalement empoisonné. Nous ne pouvons pas être lucides. On n'a plus de dignité. Alors, il n'y a plus de dignité. Voilà en quoi ça s'est traduit. Il dit en substance que sa génération s'interroge, comment se fait-il que l'Afrique, qui est un continent si riche, soit aussi pauvre en termes d'infrastructures, en termes d'environnement qui puisse favoriser l'essor de la jeunesse, par exemple? S'il ne faisait que s'interroger, et s'il ne faisait que nous interroger, nous, Africains, pour qu'ensemble, on puisse trouver des réponses, ça aurait un sens. Dès qu'il a fini de dire ça, à la limite, il nous suggère la réponse, c'est la faute à la France, à l'Occident et à l'impérialisme. Et la faute aussi à nos chefs d'État. C'est ça qui m'insupporte chez beaucoup d'intellectuels africains. Pourquoi? Dites-nous. Ce qui m'insupporte, c'est nous n'avons pas de responsabilité et que ce qui nous arrive n'est que du ressort de l'autre. Non, c'est clairement identifié. Pour lui, les responsabilités, ce sont nos chefs d'État qui ont mal géré nos États, qui se sont rendus coupables de corruption. Je n'ai pas... Non, mais écoutez, c'est même pas cette lecture-là qu'il faut faire, parce que lui, il est mal formé. Il ne devrait pas être là. Mais il faut qu'il justifie sa présence. Donc il est dans l'éternel hier. Il fait appel à Sankara pour le soutenir, pour qu'on reconnaisse en lui Sankara. Le monde a changé, le monde a évolué. Il y a des défis stratégiques aujourd'hui, il faut qu'ils comprennent ces défis. Et nous, les Africains, avant d'accuser l'autre, avant de dire à chaque fois, mais c'est la faute à la France, quelle est notre part de responsabilité? Il faut qu'on puisse se parler, qu'on puisse savoir où on va. Comment se fait-il que nous subissions ce supplice de Tantale? Parce que c'est ça qu'il décrit le capitaine Traoré. Tantale, qui est dans un lieu qu'on appelle l'enfer, il a soif, il y a de l'eau à porter, il ne peut pas boire, il a faim, il ne peut pas toucher aux fruits qui sont là, et il a faim dans l'abondance, et il a soif au milieu de la rivière. L'Afrique est tellement riche, mais le paradoxe c'est qu'on est pauvre dans notre richesse naturelle, on est nécessiteux dans tout ce que la nature nous a donné. Mais il faut que nous puissions nous interroger. Je termine sur ça. L'Afrique là, les pays africains n'ont pas été les seuls pays colonisés. Ampateba nous rappelle que la vie elle-même est colonisation. Mais le Japon, 2 bombes atomiques sur un seul pays, par l'Amérique.
2 bombes atomiques sur un seul pays. Mais quand ils sortent de là, ils ne récriminent pas au point de s'abandonner totalement. Quel est le secret de ce peuple qui a réussi à nous vaincre? Son secret est certainement dans la connaissance. Dans cette connaissance qui lui a donné la capacité technico-militaire de nous vaincre. Pourquoi nous n'allons pas chercher ce secret? L'Afrique doit chercher à savoir qu'est-ce qui fait la force de ceux qui ont vaincu nos ancêtres, et puis ça nous fait mal là jusqu'à aujourd'hui, de ceux qui ont vaincu nos États, même indépendants, qu'est-ce qui fait la force de ces gens-là? Et nous avons la réponse. Très bien, monsieur, on a...